Entre décembre 2001 et juillet 2002, Madagascar a connu une des plus graves crises de son histoire. Pendant 7 mois, Didier Ratsirac et Marc Ravalomanana, tous deux candidats à la présidence de la République, se sont affrontés pour le pouvoir. La guerre entre les deux hommes a fini par détruire et ruiner Madagascar. L'île a été coupée en deux, et la population n'a jamais autant souffert d'une querelle politique. Les armes ont parlé, la folie et les violences ont fait le reste. Les conséquences économiques, sociales et sanitaires sont catastrophiques. Voici les chroniques de ces 7 mois de chaos. Tout commence le 16 décembre 2001. Ce jour-là, les Malgaches se mobilisent pour les élections présidentielles. Ils doivent choisir entre 6 candidats. Parmi eux, 2 se démarquent très nettement. Il y avait 2 poids lourds qui s'étaient nettement distingués par l'utilisation des grands et des gros moyens médiatiques, financiers, techniques et humains. Le premier, c'était Ratsirac, et le deuxième, c'était M. Ravalomanana. Et vu de loin, donc, ou c'est l'un ou c'est l'autre, parce qu'ils ont les moyens. Didier Ratsirac. Il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Socialo-communiste, on le surnomme l'Amiral Rouge, à cause de son passé dans la marine française. Converti au libéralisme économique il y a peu, son régime n'a jamais changé. C'est un régime bâti sur la corruption, les magouilles et les intimidations. Si Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, sa fortune personnelle est inestimable. On l'accuse d'avoir pillé les richesses du pays pour son propre compte. Son armée, bien que peu équipée, est politisée et répressive à l'occasion. Tout comme son parti politique, l'AREMA, avant-garde pour le renouveau de Madagascar. Le parti AREMA est au pouvoir depuis 30 ans, je crois. On sait vous dire qu'il a encore ses racines qui tiennent partout. C'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir détruire l'AREMA. C'est pas d'aujourd'hui, ni demain. Face à Didier Ratsirac, Marc Ravalomanana. Il est maire de la capitale Antananarivo et bénéficie d'un très large soutien de la population. C'est un homme d'affaires qui, parti de rien, est aujourd'hui à la tête de la plus grosse entreprise laitière du pays, Tico. Il n'y a jamais autorisé aucun syndicat. Mais par ailleurs, les travaux d'assainissement qu'il a engagés dans la capitale ont été très remarqués. Ce n'est pas un politicien, disons, de carrière, c'est-à-dire quelqu'un qui sait comment manipuler des idées dans l'esprit, mais un genre pratique, quoi, un genre pragmatique, un homme pragmatique qui peut tourner la page. Voilà le changement. Ne pas perdre du temps discutant de la politique politicienne, il faut le faire, mais de toute façon, les Malgaches ne vivent pas de politique politicienne, mais du riz et de la viande et des légumes. Coup de théâtre. Avant même que les résultats des élections ne soient proclamés officiellement, Marc Ravalomanana dénonce les fraudes organisées par le pouvoir en place et Didier Ratsirac. Une pratique courante à Madagascar depuis plus de 30 ans. Des bulletins ont disparu et des chiffres ont été inversés en faveur de l'Amiral Rouge. « 4 janvier. Marc Ravalomanana rassemble ses partisans sur la place du 13 mai à Antananarivo. Il exige la vérité des urnes et la transparence démocratique. Il faut comprendre que les gens, lorsqu'ils ont manifesté, ils étaient prêts à accepter le verdict des urnes. Et c'est la vérité des urnes qui est la revendication principale des gens. 3 jours plus tard, face à des milliers de partisans du maire de la capitale qui veulent une nouvelle fois investir la place du 13 mai,
les forces de l'ordre interviennent pour empêcher la manifestation. Mais les 500 militaires ont du mal à canaliser la détermination des manifestants. Ces violences, rares à Madagascar, témoignent d'une volonté de changement radical avec le passé. Effectivement, les gens ont envie de changer. Parce que quelque part, les gens étaient un peu saturés, quoi, d'avoir toujours le même président. Donc il y avait réellement une volonté de voir une nouvelle tête. 65% de la population malgache souhaite le changement. Et ce choix doit être respecté. Et c'est le respect de ce choix qui prime avant tout, qui prime au-delà de la légalité. Mais Didier Ratsirac n'est pas prêt à laisser son siège. Ses partisans sont encore très nombreux et très déterminés. Je suis tout à fait d'accord pour un changement, mais un changement vers la dérive, vers la sauvagerie, vers le terrorisme. C'est inacceptable, ça, on ne peut pas accepter ça. On veut bien un changement, nous. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Donc nous préférerons garder Ratsirac au pouvoir, hein, que de s'aventurer à un changement dont l'avenir n'est pas certain. Pourtant, son avenir, une grande partie de la population a décidé de le prendre en main. Tout le monde semble déterminé à vouloir en finir avec la corruption, un mal qui gangrène le pays depuis son indépendance accordée par la France en 1960. Est-ce que vous savez que dans notre pays, les corruptions sont étalées au grand jour dans la presse, quasiment avec preuve à la pluie, et il n'y a personne qui soit sanctionné, qui soit condamné par la justice pour ces actes de corruption. Il y a une impunité d'une impunité totale. Les politiques, quand ils sont interpellés sur le problème de corruption, vous répondront « mais la corruption existe partout ». Donc je tiens d'abord à dire que ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais élèves qu'on a le droit d'être un mauvais élève. Ça n'excuse en rien. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si la corruption existe dans des pays, c'est une question d'ampleur. Ici, dans notre pays, la corruption existe à tous les niveaux, à tous les échelons. 25 janvier. La Haute Cour constitutionnelle ne reconnaît pas les fraudes organisées par Didier Ratsirac et donne son verdict. Didier Ratsirac, 40% des voix, et Marc Ravalomanana, 46%. Un second tour est donc prévu. Mais Marc Ravalomanana refuse ce verdict et met en cause la légitimité de cette cour. Tous les juges sont des hommes de main de Didier Ratsirac mis en place quelque temps avant les élections. 15 février. L'OUA, inquiète pour l'avenir de Madagascar, a dépêché plusieurs médiateurs sur place pour trouver une solution à la crise. Et toutes les tentatives de réconciliation soutenues par la communauté internationale ont échoué. Les dérapages verbaux entre les deux candidats se multiplient. Didier Ratsirac a donné une conférence de presse assassine dans son palais présidentiel de Yavulu. Il estime que Madagascar est à la veille de la naissance du nazisme. Il compare les chemises brunes hitlériennes aux t-shirts à l'effigie du maire d'Antananarivo. Pour Marc Ravalomanana, c'en est trop. La médiation n'est plus possible. De plus, la foule s'impatiente et le presse de prendre le pouvoir. Ce qu'il va faire. « 22 février. Marc Ravalomanana s'autoproclame président de la République. Le stade de Mahasine est bondé. 100 000 personnes au moins sont venues assister à l'investiture de leur nouveau chef. Marc Ravalomanana reçoit le plein soutien des églises et leur bénédiction en prêtant serment sur une Bible. Pourtant, ni l'armée, ni aucun représentant de la communauté internationale ne sont présents. Le docteur Heinz-Peter Baer
ambassadeur d'Allemagne, justifie cette absence. Die Bundesregierung hat die Selbsternennung von Marc Ravalomanana zum Präsidenten am 22. Februar nicht anerkannt und hat gemeinsam mit den europäischen Partnerstaaten diese Selbsternennung bedauert. Nous ne pouvions pas, à ce stade-là de la démarche des Malgaches, entériner cette autoproclamation qui n'était reconnue par personne dans la communauté internationale. Donc on a fait comme on fait l'OUA, les Américains, les Allemands, les Européens. On a dit il faut avancer davantage, la situation n'est pas encore mûre pour la réconciliation, il faut aller davantage vers la réconciliation et c'est cela que nous avons dit aux uns comme aux autres. 27 février. Excédés par cette autoproclamation, les partisans de Didier Ratsirac manifestent dans la capitale. Sur les terres de Marc Ravalomanana, c'est perçu comme une provocation. Pour la première fois, les deux camps s'affrontent. Pourquoi il y a cette crise? C'est parce qu'il y a des polémiques sur des résultats électoraux. Mais les polémiques, il y en a toujours eu. C'est le lot des pays sous-développés quand ils se mettent à singer la démocratie occidentale, les élections. Les élections dans les pays sous-développés, c'est une règle constante et toujours sujette à polémique et à contestation. Les différents protagonistes politiques se revendiquent de la légalité, se prévalent de l'état de droit. Mais moi, la question fondamentale, avant de parler d'état de droit, je demanderais d'abord, est-ce qu'il y a un État à Madagascar? À mon sens, à mes yeux, justement, il n'y a pas d'État à Madagascar. Il ne faut pas ressortir ces singeries démocratiques, ces singeries étatiques, cour constitutionnelle, État de droit, quand on sait que tout ça n'est que fanfaronnade. Tout ça n'est que des paroles creuses, quand on sait que tout ça ne repose sur rien. 28 février. Face aux violences et soucieux de rétablir l'autorité de l'État, Didier Ratsirac décrète la loi martiale pour la capitale uniquement. La loi martiale décrétée ici dans la ville de Tananarive. Parce que, contrairement à ce qu'on veut bien faire à croire, le calme règne dans le reste du pays. Il n'y a que dans la capitale où règne cette chienlit détestable. Ce faisant, nous allons pouvoir aider le maire de Tananarive à remettre de l'ordre dans sa capitale. Le gouverneur militaire avait du mal à appliquer la loi pour deux raisons. Premièrement, il avait affaire avec une population relativement autodisciplinée qui n'écoutait plus ni Ratsirac ni les militaires. Et deuxièmement, il a compris que ce sera le massacre si lui il s'amuse à appliquer la loi martiale. Il faut vraiment avoir le courage, la sagesse et la lucidité de ne pas tirer sur des gamins. 1er mars. Dans la mairie d'Antananarivo, devenu palais présidentiel, Marc Ravalomanana crée son premier gouvernement. Il nomme Jacques Sylla Premier ministre et dévoile les noms des 17 autres membres. La conquête du pouvoir de M. Ravalomanana est plus exactement une prise de bureau, une conquête administrative de bureau avec les syndicats des fonctionnaires. Pendant l'ascension au pouvoir du maire de la capitale,
les exorcistes et les églises ont toujours été présentes à ses côtés. Marc Ravalomanana bénéficie de ce soutien inconditionnel car il est le numéro 2 de l'église réformée à Madagascar. Mais certains ont peur et voient déjà en lui un fanatique de Dieu. Oui, a priori, on l'a qualifié comme un intégriste, un fanatique. Puis ce que j'ai constaté personnellement, c'est que il a un esprit large, mais il vit sa foi. Les églises elles-mêmes à Madagascar sont montrées du doigt. On leur reproche leur participation trop active dans la vie politique et dans leur soutien au maire d'Antananarivo. On n'a pas soutenu une personne. C'est justement là ce que je veux venir. C'est-à-dire, on a supporté une requête, si vous voulez, une idée. Et c'était la transparence et la démocratie. Quand il n'y a pas de vraie démocratie, quand il n'y a pas de vrai État, la population s'accroche aux quelques structures existantes. Quelle est la seule structure un peu organisée qui soit réellement à leur écoute, qui transmet leurs doléances? C'est l'Église. Donc paradoxalement, et je sais que je vais choquer des laïcs, des républicains, mais dans notre pays, je suis désolé, le plus grand parti politique du pays, ça reste l'Église. À ce moment-là de la crise, Madagascar a 2 présidents, 2 premiers ministres et 2 gouvernements. Marc Ravalomanana, au centre de l'île, estime être le président légitime. Didier Ratsirac, sur les côtes, affirme être le président légal. La frontière entre crise politique et guerre civile est bien mince. La dynamique de la violence et des règlements de compte prend de l'ampleur. Personne ne s'attendait vraiment à la violence. Il y a eu une surprise générale parce que finalement on ne s'était pas préparé à ce qu'il y ait une confrontation violente. En province, quand les partisans de Marc Ravalomanana se rassemblent pour lui manifester son soutien, les milices de Didier Ratsirac ne sont jamais très loin. On réprime à coups de bâton, de couteau ou de pierre. Depuis peu, les problèmes ethniques ont ressurgi à Madagascar. Les confrontations entre malgaches du centre de l'île et côtiers sont de plus en plus fréquentes. Les biens des partisans de Marc Ravalomanana sont incendiés, détruits et pillés. Leur leader réagit. La chasse aux sorcières est lancée. Les murs de la capitale sont couverts d'avis de recherche avec les noms et les adresses des sympathisants de l'Ancien Régime qui doivent être traqués par la population. L'effet est immédiat. Les partisans de Marc Ravalomanana qui se prévalent de l'état de droit et dénoncent la dictature des amis de Didier Ratsirac utilisent les mêmes méthodes de vengeance. Les collaborateurs de l'Amiral Rouge sont persécutés. Leurs biens sont saccagés et brûlés, sans aucun état d'âme. Certains sont venus régler leurs comptes au fusil de chasse. Pour nous, gendarmerie, nous constatons les infractions à la loi pénale et les infractions sont déjà consommées. Mais nous attendons les moments opportuns pour réprimer.
Reporters sans frontières appelle les autorités malgaches à protéger les journalistes et à garantir le pluralisme de l'information. La presse nationale et les médias ne sont pas objectifs et soutiennent ouvertement Marc Ravalomanana. On a plus ou moins avantagé inconsciemment l'interprétation du camp de Ravalomanana. Que ce soit en province ou à Tana, les journalistes malgaches ou étrangers sont sommés de choisir leur camp. Dans le cas contraire, ils sont pris à partie, menacés ou arrêtés. La RTA, la première chaîne privée du pays, est obligée d'arrêter ces flashs d'informations à la suite de menaces répétées. C'est très délicat d'avoir un regard critique de la situation puisqu'on est dans une situation, disons, bouleversée, bouleversante, qui tout peut arriver, quoi. Nous sommes une île et qu'ici, par hasard, quelque chose de sérieux se passe ici, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, quoi. Donc le mot d'ordre, on se calme. On se calme d'abord. Nous demandons la trêve sociale, on se calme. Depuis le début de la crise, Didier Ratsirac a mis en place toute une stratégie militaire qui vise à isoler la province d'Antananarivo du reste de l'île pour affaiblir Marc Ravalomanana et ses partisans. C'est dans ce but que ces milices paramilitaires ont érigé des barrages sur les routes qui encerclent la capitale. Essence, riz, farine, fruits et légumes, médicaments, rien ne doit passer. Antananarivo ne doit plus être approvisionné. Il faut montrer patte blanche. Les contrôles d'identité sont obligatoires et les fouilles au corps fréquentes. Dans les barrages, il y a toujours un petit groupe d'activistes qui se fait la poche. Et même si se fait pas la poche, ça enivre. Hein. Ça enivre vraiment qu'un activiste, soudain jouit d'un pouvoir pour te demander les papiers d'identité. Toujours dans ce même souci d'asphyxier la capitale, les militaires de Didier Ratsirac ont dynamité plusieurs ponts. Pourtant, les denrées passent, tant bien que mal. Une économie informelle s'est mise en place, et les habitants des villages alentours en profitent pour gagner quelques billets. Sur le bord des routes, les barrages et les ponts coupés ont créé des files de camions et de voitures interminables. Mais le point d'orgue de la stratégie de Didier Ratsirac, c'est Brickaville. Situé entre Tamatave, le premier port de l'île, et Antananarivo, c'est le barrage anti-économique le plus important. C'est aussi le plus dangereux. Interdiction formelle de filmer. Un conteneur a été soudé sur un pont. Contrôle des bagages, trafic en tout genre, enlèvement, raquettes, torture. Ici, les militaires de Didier Ratsirac sont devenus incontrôlables et agissent désormais pour leur propre compte. L'armée n'a pas échappé à la division. Les soldats qui ont rejoint la cause de Marc Ravalomanana ne semblent pas décidés à démanteler ce barrage et à s'attaquer à leurs frères d'armes. Je ne suis pas de ceux qui ont la langue dans leur poche et faire de l'hypocrisie. Le vrai barrage qui nuit à Madagascar, je veux que tout le monde le sache, qui nuit économiquement, c'est le barrage de Brickaville. Que l'armée dise, on lève le barrage de Brickaville. Ça ne veut pas dire qu'on prend le camp de M. Ravalomanana ou de M. Ratsirac. On prend seulement le camp de la liberté de la circulation des biens et des personnes. Le barrage de Brickaville, c'est simple et en même temps compliqué. C'est simple, parce que militairement parlant, c'est une affaire d'une semaine. C'est compliqué, parce que si on s'attaque au barrage de Brickaville, un barrage en cache un autre. Passe pas, hein. Passe pas.
La population de la capitale est petit à petit coupée du reste de l'île. Face à la tension qui monte, les habitants ont eux aussi décidé d'installer leur propre barrage. Un barrage tous les 200 mètres destiné à protéger Marc Ravalomanana, mais aussi à sécuriser les quartiers. Tous ces barrages ont fini par paralyser l'île Rouge et les premières conséquences se font sentir. L'essence est devenue le nerf de la guerre à Madagascar. La pénurie a gagné Antananarivo. Toutes les stations-service ont mis la clé sous la porte, faute d'approvisionnement. Le marché noir prospère. Le litre de carburant coupé avec du dissolvant se négocie jusqu'à 7 €. Marcher reste la seule solution pour beaucoup. Quand un peu d'essence arrive, les stations sont prises d'assaut. Pourtant, sur la côte, comme ici à Moundave, les sites de stockage sont pleins et prêts à déborder. Certains pétroliers sont obligés d'attendre au large avant de pouvoir livrer leur cargaison. À 1 kilomètre de là, c'est l'anarchie. L'arrivée massive des Malgaches des hauts plateaux qui viennent s'approvisionner a mis à sec toutes les cuves. La population locale parle d'invasion. Les PPN, produits de première nécessité, disparaissent peu à peu. À Antananarivo, on ne trouve plus de farine et les gens se précipitent sur les derniers pains. Dans certains magasins, on se dépêche d'emporter les derniers sacs de riz. Les étals sont dévalisés. À Tamatave, on ne trouve plus de lait. À Moundave, il n'y a plus de sucre. À Majinga, le prix du sachet de sel a été multiplié par 10. Quand on en trouve, les PPN, comme l'huile, sont hors de prix et souvent inaccessibles. L'inflation que Madagascar affronte maintenant est assez inquiétante parce que ni l'un, M. Ratsiraka, ni l'autre, M. Ravalomanana, ni leurs partisans n'auront plus jamais les moyens pour rattraper les dégâts qui sont en train de créer à cause d'un malentendu politique. À Madagascar, il y en a deux présidents. Un qui est gentil et l'autre il est méchant. Oyo, 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 oyo. Oyo, 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 oyo. Ratsiraka bemasik, Ravalomanana tsarafana, Ravalu fait du yaourt. Ratsiraka couper la route. Ratsiraka says Mark is fucking Nazi. Riot said we should forgive him. Ratsiraka says Mark is fucking Nazi. Riot said we should forgive him. Yeah, 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 yeah. Malagas mrayak sika hamindafu. Itino sikati ane upodkatuku. Malagas mrayak sika hamindafu. Itino sikati ane upodkatuku. Yeah, yeah, yeah. 4 avril. La Cotona d'Ansirabe, la plus grosse entreprise du pays, ferme ses portes. 4500 personnes se retrouvent sans emploi. Les barrages associés aux semaines de grève dans la capitale ont fini par ruiner l'économie de tout le pays. Tous les secteurs sont touchés. Beaucoup de commerces ont fermé. Problèmes de livraison, exportations bloquées, commandes annulées. Dans l'industrie, c'est le secteur textile qui est le plus affecté.
La quasi-totalité de nos entreprises est à l'arrêt. Donc sur 100 000 personnes, il reste environ 10 000 personnes qui sont au travail. Donc 90 000 personnes aujourd'hui sont au chômage technique. Malheureusement, certains clients ont pris la décision de quitter définitivement Madagascar, ce qui a induit un licenciement de l'ordre de 30 000 personnes. Ce qui, à nos yeux, est dramatique et catastrophique, c'est d'abord de constater qu'en l'espace de 5 mois, nous ayons pu perdre quasiment le travail que nous avons fait depuis 10 ans. Donc ça, c'est extrêmement douloureux. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est de constater que des collaborateurs vont se retrouver très rapidement dans une situation de misère qui est intolérable, absolument intolérable. Autre secteur particulièrement touché, celui du tourisme. En 2001, on a recensé 187 000 voyageurs. Depuis le mois de janvier, ils n'ont été que 500 à venir à Madagascar. Les plages sont désertes. Les hôtels et les restaurants ont fermé les uns après les autres. On n'a plus un client, je dis bien plus un client. On doit réaliser, je pense, 2 couverts par semaine. Donc vivre de cette manière-là, bon, ben, ça devient pratiquement impossible. Et à terme, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Moi, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai bâti ça. J'aimerais pas repartir avec quand même mes valises et perdant tout l'acquis de 11 ans de travail. Voilà, c'est un appel. On a vu progressivement le tissu économique s'effilocher à plusieurs niveaux. Le secteur financier, le secteur bancaire, les avoirs extérieurs sont toujours bloqués. La zone franche, donc une zone d'exportation, essentiellement pour les produits textiles. Donc, si vous voulez, globalement, nous assistons effectivement à une sorte, on peut le dire, de chaos économique. 12 avril. Marc Ravalomanana réussit à installer un de ses gouverneurs à la tête de la province de Fianarantsoa par la force. Il étend son pouvoir. Après 4 mois de crise, Didier Ratsirac refuse d'autoriser un couloir humanitaire à travers les barrages pour le convoi de médicaments. Le taux de mortalité a augmenté de 20%. 7500 femmes et 400 enfants sont déjà morts à cause du blocus économique. Il y a de plus en plus de difficultés en approvisionnement en médicaments. Les structures sanitaires publiques sont maintenant dans un état de pénurie inquiétant. Les hôpitaux ne peuvent plus pratiquer les interventions chirurgicales habituelles et ont pratiquement adopté une politique de guerre, c'est-à-dire que les quelques produits d'anesthésie pour les interventions sont réservés uniquement aux cas les plus urgents et par exemple les blessures liées aux violences, quoi. C'est encore plus aggravé par ce qui se passe actuellement, en particulier le barrage qui bloque l'acheminement des médicaments vers la capitale où il y a la centrale d'achat qui distribue les médicaments à tous les dispensaires ruraux. Donc là, la situation est très inquiétante. On ne peut plus circuler librement. On ne peut pas évacuer même des malades à l'hôpital parce qu'ils ne font pas passer les gens. À Fianarantsoa, la voiture de la Croix a été fusillée. On n'est pas à l'abri d'une balle perdue ou d'un éclat de grenade. On ne peut plus rien faire. On ne peut empêcher les gens de torturer quelqu'un. C'est difficile parce qu'il y a les policiers, les militaires, ils utilisent les armes à feu. Les civils sont torturés physiquement, sont lynchés sur la route publique. C'est dur. Après le sommet de Dakar, on espère que la paix revienne parce qu'on s'entretue ici, à Madagascar. 18 avril, Didier Ratsirac et Marc Ravalomanana sont à Dakar.
Vous êtes venu en tant que président ou en tant que maire? En tant que président, je suis ici comme président. Hein. C'est déjà okay. Ils signent un accord sous la bienveillance de l'OUA et d'Abdoulaye Wade, président du Sénégal. Cet accord, qualifié d'historique, est un espoir pour tous. Il prévoit l'arrêt des violences et une levée immédiate de tous les barrages à Madagascar. Les deux hommes qui détruisent Madagascar vont presque jusqu'à s'embrasser. Avec la signature de la convention ou l'accord de Dakar, tout le monde avait pensé que la situation trouvera une issue, il n'y aura plus de glissement vers... les problèmes seront résolus, mais la réalité est tout autre. Une semaine après la signature des accords de Dakar, les barrages persistent et s'intensifient. Aucun des deux camps n'a tenu ses engagements. Comment les paysans voient le problème? J'ai discuté avec un paysan tireur de pousse-pousse. Le paysan tireur de pousse-pousse disait Oura Tiraka, Oura Valmanana. Je n'ai pas beaucoup d'idées, mais je serai toujours tireur de pousse-pousse avec Ratsiraka ou avec Ravalmanan. 75% de notre population est une population paysanne. Et dans tous les régimes qui se sont succédés, il n'y a jamais eu de réelle volonté politique, de réelle politique destinée à promouvoir la vie de ces 75% de la population. Les paysans sont les premiers touchés par cette crise. Et paradoxalement, ils sont aussi les premiers oubliés. On ne les a jamais vus faire grève ou encore défiler sur la place du 13 mai. Pour eux, la politique reste une affaire d'intellectuels. Et leurs préoccupations quotidiennes sont bien loin du face-à-face entre Didier Ratsirac et Marc Ravalomanana. Depuis le début de la crise, on estime que 100 000 tonnes de récoltes ont déjà pourri. Là, on assiste maintenant à des dégâts inestimables au niveau de la récolte et au niveau du monde paysan. Parce que, premièrement, la récolte n'est plus évacuée. Et même si c'est évacué, ça va coûter très cher parce qu'il n'y a pas de carburant. Ensuite, il y a l'inflation dans le monde paysan. Ça se traduit par la vente de leur patrimoine. Parce qu'il faut qu'ils achètent les produits de première nécessité qui sont bloqués par les barrages. Il faut qu'ils achètent le riz, l'huile et tout. Mais comme ça, doublé de prix. Donc, quelque part, ils sont obligés de vendre le patrimoine, la terre, les rizières, le zébu, les moutons, les poulets, les charrues. C'est quelque chose qui leur fait très peur maintenant. Là. Parce que si je prends l'exemple concret d'un paysan qui a une tonne de récolte et qui ne peut plus les vendre, alors qu'il a la famille à faire vivre, il ne sait plus où aller avec la récolte. Ou il reste chez lui pour mourir, ou il amène sa famille, quitter son village, mais pour aller où, je ne sais pas. Tout comme les paysans, les pêcheurs perdent espoir de voir un jour cette crise se résoudre. Ils sont 1,5 million à vivre des produits de la mer, 5 millions de personnes en comptant les familles. Chez les Vèzes, une des 18 ethnies de Madagascar, on ne peut plus vendre son poisson, car toutes les coopératives de la région ont fermé.
« 29 avril. Une nouvelle haute cour constitutionnelle rend le verdict définitif des élections du 16 décembre. Mais une nouvelle fois, on peut mettre en cause l'impartialité de cette cour, car elle n'a pas tenu compte des procès-verbaux détenus par Didier Ratsirac. Une semaine plus tard, Marc Ravalomanana est investi pour la seconde fois président de la République. 200 000 personnes assistent à une cérémonie à l'américaine au stade de Mahasine à Antananarive. Musique, drapeaux et petits fanions à volonté. La sécurité est sur les dents et redoute plus que jamais un attentat. Même si Marc Ravalomanana prête serment sur une Bible devant un cortège d'hommes politiques et de magistrats, peu de représentants de la communauté internationale sont présents. Seuls certains numéros 2 d'ambassade ont été dépêchés. Die Bundesregierung hat, wie ihre europäischen Partner und auch die westlichen Partnerländer insgesamt, die zweite Ernennung von Marc Ravalomanana als legal anerkannt. Die Bundesrepublik war sogar durch den Botschaftsrat, den ständigen Vertreter des Botschafters der Botschaft in Antananarivo vertreten. Allerdings bedeutet natürlich die Abwesenheit des Botschafters selbst, ich selbst bin nicht hingegangen, dass wir ein politisches Signal aussenden wollten, das zeigt, dass wir der Meinung sind, dass der demokratische Prozess in Madagaskar durch diese Ernennung, durch diese Amtseinführung noch nicht abgeschlossen ist. L'ambassadeur de France à Madagascar n'a pas lui non plus assisté à la cérémonie. Pour les Malgaches, si la France ne reconnaît pas aujourd'hui Marc Ravalomanana, c'est qu'elle soutient Didier Ratsirac. La position de la France est ce qu'elle est, et je n'ai pas de commentaires à porter sur la position politique de la France à Madagascar, mais par contre, il y a un certain nombre d'interventions contre la présence française à Madagascar, et je crois que la France a tout intérêt à clarifier sa position et son appréciation de la crise malgache. 8 juin, Marc Ravalomanana lance l'offensive militaire. Il ordonne à son armée de démanteler tous les barrages sur l'île. L'armée est le garant de l'unité nationale. Là, on va au bord de la guerre civile. Il n'y a que cette institution qui est capable de gérer cette situation, compte tenu donc du dilemme dans lequel le pays se trouve. En quelques semaines, les soldats de Marc Ravalomanana vont prendre les provinces de Tuléar, Majinga et Diego Suarez. Mais il reste la province de Tamatave, le fief de Didier Ratsirac à conquérir. Moi, je pense que la crise qui secoue le pays n'est pas le vrai problème de fond du pays. Et le vrai problème de ce pays, de Madagascar, c'est la pauvreté des Malgaches. Quand on est pauvre, quand on est endetté, on est obligé
de négocier, on est obligé de résoudre nos conflits à l'extérieur, à Dakar, ailleurs. Mais si on était réellement indépendant, on réglerait nos problèmes sans nécessité d'une pression internationale. Pourquoi on est obligé de se soumettre à une pression internationale? Parce qu'on est endetté, parce qu'on dépend des aides financières internationales. Mais si on arrive à lutter contre cette pauvreté extrême, on gagnera en indépendance. C'est au plus profond de moi-même, c'est mon désir le plus sincère, c'est cette indépendance. 20 juin. Un Falcon 900 à destination de Madagascar est intercepté en Tanzanie. À son bord, 12 mercenaires recrutés par Didier Ratsirac. Nous avons appris par nos services compétents qu'un groupe de mercenaires s'envolait pour Madagascar via la Tanzanie. Dès que nous l'avons appris, nous sommes intervenus auprès des autorités tanzaniennes, de tous ceux qui pouvaient faire quelque chose pour que ces mercenaires n'arrivent pas à Madagascar, parce que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que la France serve de base de départ à des mercenaires. 26 juin. Par le biais de son ambassadrice, les États-Unis et George Bush reconnaissent le gouvernement de Marc Ravalomanana. Colin Powell débloque les avoirs extérieurs de l'État malgache, gelés aux États-Unis depuis le début de la crise. 4 juillet, arrivée à Madagascar de Dominique de Villepin, ministre français des Affaires étrangères. Une semaine après les États-Unis, la France reconnaît officiellement le gouvernement de Marc Ravalomanana. Cette reconnaissance s'accompagne de la signature de 4 conventions de coopération entre Madagascar et la France pour un montant de 5 millions d'euros. Nous espérons que la reconstruction et le développement de votre grand pays puissent enfin être mis en œuvre dans un climat apaisé, débarrassé des tensions et des incertitudes, au bénéfice d'un peuple tout entier tourné vers son avenir. Mais la politique n'est pas tout. Sur le terrain, Marc Ravalomanana doit encore faire tomber la province de Tamatave, fief de Didier Ratsirac. Son armée progresse entre 2 embuscades. Le fameux barrage de Brickaville, qui paralysait Madagascar, a été démantelé. Face à l'armée, les barragistes se sont enfuis. Tout comme Didier Ratsirac, qui a jugé le moment opportun pour déguerpir et qui a rejoint Neuilly-sur-Seine, en France, où il réside. Avec la chute de cette dernière province, Marc Ravalomanana a désormais la main mise sur tout le territoire. Nous sommes tous des assassins. Il n'y a pas de responsables. Tous les malgaches sont des assassins, y compris la diaspora malgache en France, qui n'ont fait qu'inciter à la guerre et tout là. Mais si tout se calme comme il faut, ce n'est plus la peine de chercher à qui la faute, mais nous aurons beaucoup de travail, beaucoup de travail. 26 juillet. À Paris, la réunion des Amis de Madagascar, les principaux bailleurs de fonds du pays, se tient à la Banque mondiale. Jacques Sylla, Premier ministre de Marc Ravalomanana, obtient 2,3 milliards de dollars d'aide sur 4 ans pour reconstruire Madagascar. Après 7 mois de crise politique sur fond de violence, Madagascar a retrouvé le calme. Grâce à cette crise, la population a pris conscience
que c'est à elle de prendre son avenir en main. Elle a aussi compris que les Malgaches ont des droits et que les hommes politiques ont des devoirs envers eux. Rauvinin raimu nui faranatuku Rauvinin raimu nu tapitatuku Iti adi tsy misy fiafarana Mbola mampiady ireo fatrapitana Pandria pahalemana Rauvinin raimu nu fuanatuku Rauvinin raimu nu pulevunatuku Tifijaliana etu antani Mampicuriana